Bonjour, les vendanges cette année sont tardives en France. Il a fait froid au mauvais moment et les raisins ont mûri plus difficilement. Il fait exceptionnellement froid sur nos vignobles au moment où toute l'Europe du vin ne pense qu'au réchauffement climatique et à ses conséquences, bonnes ou mauvaises. Nous partons en Espagne où l'on s'inquiète, en Suède où l'on se réjouit et dans le Bordelais où l'on parle d'autre chose. Les pronostics les plus fous circulent à propos des conséquences du réchauffement climatique sur le vin. Une étude prédit que la chaleur éradiquerait 68% des terres viticoles autour de la Méditerranée. Direction le nord de l'Espagne, où il fait déjà plus chaud qu'avant. Le vin titre maintenant facilement plus de 16 degrés, l'équivalent d'un muscat que l'on boit à l'apéritif, c'est beaucoup trop. Et toute la profession se mobilise pour protéger les raisins des effets du soleil. Le soleil se lève sur les Pyrénées. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, dans l'un des plus hauts vignobles d'Espagne. Les vendanges viennent tout juste de commencer. Ok, vous commencez par là et ensuite vous irez dans l'autre parcelle. Il y a encore 10 ans, il n'y avait pas une grappe de raisin ici. Raoul Bobet est celui qui a monté ce projet un peu fou, fuir les plaines et le réchauffement climatique, pour aller faire des vins moins sucrés dans la fraîcheur des montagnes. J'avais goûté des vins du monde entier qui me plaisaient pour leur légèreté. Et on ne pouvait pas en faire en Catalogne car il faisait trop chaud. Mon défi, c'était donc de trouver un endroit plus frais, à 1000 mètres d'altitude, et avec cette exposition, je pouvais y arriver. Tout ça, conjugué à un sol calcaire, ça faisait une combinaison idéale. Mais dans les montagnes, le temps est souvent capricieux. Et face à la violence des orages de grêle, les feuilles peuvent jouer un rôle primordial. On enlève les feuilles avec parcimonie. Ça fait un petit effet parapluie pour les protéger. Et puis ça leur permet aussi de rester à l'ombre et de conserver un peu de fraîcheur. C'est sûr qu'ici, on est plus proche du jardinage que de la viticulture industrielle. Faire du vin à cette altitude, l'idée n'est pourtant pas si folle. Au XIIe siècle déjà, les moines en fabriquaient ici, et Raoul a décidé de renouer avec la tradition. Le raisin est apporté vers des cuves creusées à même la roche par les religieux. Il y restera 3 semaines avant d'être mis en barrique. Le principal avantage, c'est que l'on obtient une levure naturelle de ces pierres. Ces cuves ne sont pas neutres, elles apportent des oligo-éléments qui jouent sur les arômes. Raoul a réussi son pari. Il produit un vin plus léger, à 14 degrés, 100% naturel. Et il n'est plus le seul à se préoccuper du changement climatique. Dans ce centre d'études près de Tarragone, ces chercheurs analysent l'impact du réchauffement sur le vin. Albert, lui, travaille sur cette machine à désalcooliser. On fait rentrer de l'eau par là, et elle passe par ici. Et le vin, lui, entre par ici. L'eau et le vin ne sont jamais en contact, et par un système de pression, l'alcool passe de l'un à l'autre. Dans notre région, les vins sont en moyenne à 15-16 degrés. Cette opération permet de les descendre à des valeurs plus appréciables, 14,5, 14 degrés. Chaque vin est ensuite analysé pour vérifier qu'il n'a pas perdu ses arômes. Mais les chercheurs travaillent surtout dans les champs. Miguel et David prennent la température de la vigne pour évaluer la déshydratation du raisin. Ces mesures nous permettent de savoir si l'on peut arroser plus ou pas. Car si l'on arrose trop, cela peut affecter la maturation du raisin, son taux de sucre, ses tanins, ses arômes.
Si l'on arrive à produire un raisin de qualité dans les champs, les vignerons n'auront pas besoin de transformer le vin ensuite dans leur chai. Et la prise de conscience gagne du terrain. Direction le Penedès, au sud de Barcelone. Avec 2500 hectares de vignes et plus de 50 millions de bouteilles écoulées chaque année, la Bodega Torres est l'un des plus grands domaines du pays. Son patron n'apprécie guère le soleil, et pour cause. La vigne est la plante la plus sensible à la chaleur. Et si les températures augmentent encore de 2 ou 3 degrés, on pourra toujours faire des salades, des carottes ou des tomates. Mais le raisin, ce sera différent. Nos vins ne seront plus bons. L'homme a décidé d'apporter sa contribution en réduisant de 30% ses propres émissions de gaz à effet de serre. Les cuves tournent désormais à l'énergie solaire et les voitures sont électriques. Mais sa priorité, c'est bien le raisin. Alors, c'est pas mûr encore. Faut attendre. Retarder la maturation est devenu une obsession. Pour y arriver, le domaine a investi dans ses vignes expérimentales. Là, les grappes sont à 60 cm de haut. 60 cm, c'est la normale. Et maintenant, on va en voir d'autres qui sont plus hautes. Celles-ci, elles sont à 90 cm. On a le même sol, les mêmes cépages, la même façon de vinifier. On change juste la hauteur et comme ça, on espère pouvoir retarder la maturation. Miguel Torres ne se contente pas d'investir dans les plaines. Il a lui aussi acheté des terres dans les Pyrénées. Une centaine d'hectares ici à 1000 mètres d'altitude. Et une centaine d'autres un peu plus haut, en prévision du futur. En Catalogne, la course au sommet est désormais lancée. Certains Bordeaux titrent maintenant plus de 14 degrés, mais les consommateurs ne s'en préoccupent pas. Peu importe les chiffres, ce qui compte au moment de l'achat, c'est l'appellation, l'origine, la composition du vin, des caractéristiques valorisées par une étiquette toujours très classique dans le bordelais, mais de moins en moins, vous allez le voir. Au premier temps de la valse, toute seule, tout sourit déjà. La valse des étiquettes aura mis le temps, mais le mouvement est bien lancé. Décomplexé, parfois même fantaisiste, l'habillage de la bouteille est devenu un véritable enjeu. Cet imprimeur de Bordeaux est un expert très convoité par le milieu viticole. Avec son associé concepteur graphiste, ils font de l'étiquette une arme absolue. Il nous arrive aussi de créer carrément, pour des propriétaires bordelais aussi qui ont des propriétés très classiques, mais de créer des marques. L'acte d'achat est souvent déclenché par la qualité générale du produit. Les vins de Bordeaux étant par définition plus classiques que les autres, se sont habillés, puisque c'est le mot, se sont sophistiqués pour répondre à un marché effectivement de plus en plus jeune, mais surtout un marché de plus en plus qualitatif. Bref, un marketing que maîtrise parfaitement cet imprimeur visionnaire qui affiche ses réussites. Le propriétaire de cette propriété, très heureux de cette création que nous avons réalisée pour lui il y a maintenant une année ou deux, je ne sais plus, se félicitait d'avoir épuisé ses stocks grâce à l'étiquette, et on le lui a dit. Ses négociants lui ont acheté le vin grâce à l'étiquette. Voici l'image qui représente l'archétype de l'étiquette Bordeaux. Un beau château, ça rassure, ça classe, ça fait sérieux. Mais pour Aline Guichard, propriétaire des lieux, il faut aussi oser pour rajeunir une appellation trop figée sur son histoire. Si vous allez dans le Languedoc, dans le sud, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, c'est magnifique, c'est créatif, c'est tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir une grenouille, quelqu'un qui marche sur un escalier, une fée carabosse, parce qu'ils n'ont pas de contraintes, j'allais dire, classiques, telles que Bordeaux est perçu par l'extérieur. Donc il faut faire aussi attention à ne pas aller trop loin dans le modernisme, parce que sinon on se dit « ah ben c'est plus un Bordeaux ». Quand on a créé le second vin de Sirac, on a carrément joué dans la gamme, c'est-à-dire qu'on a gardé le même visuel, mais on a mis une étiquette qui, pour Bordeaux, est tout de même assez étonnante, c'est-à-dire rouge vif. Dans les rayons liquides des grandes surfaces, les statistiques sont sans équivoque. Ce sont surtout les femmes qui achètent le vin. Le marché l'a bien compris et pour séduire ses nouveaux clients, l'emballage fait souvent la différence.
Je suis plus pour le côté esthétique, ouais. Je trouve ça, assez moderne, ouais. Les couleurs et tout, enfin... La bouteille, vous la trouvez comment? Plutôt jolie? Oui, c'est pas mal. Les professionnels estiment qu'aujourd'hui, l'acte d'achat dépend pour 30% de l'étiquette. Une tendance qui n'empêchera jamais l'orthodoxie bordelaise de cultiver sa valse à contretemps. Les climatologues prédisent que la température pourrait augmenter de 2 degrés en Europe d'ici 2050 et certains imaginent déjà que la Scandinavie va devenir un gros producteur de vin. Nous allons en Suède. Il y a maintenant une demi-douzaine de véritables viticulteurs en Suède, mais ce n'est pas à cause du réchauffement climatique qu'ils se sont lancés dans l'aventure. C'est un petit bout de Suède posé sur la Baltique. Öland est la deuxième plus grande île du pays, à 500 km de Stockholm. À cette latitude, la légende dit qu'il est impossible de faire du vin. Et pourtant, Daniel est vigneron, il raconte ce paradoxe aux touristes médusés. Dans tous les livres, vous pouvez lire qu'on ne peut pas faire du vin au-delà du 50e parallèle. Ou en tout cas, pas faire du vin de qualité. Ici, à Öland, on se trouve au 57e parallèle. On est très au-dessus de la limite. Tous sont suédois. Et peu d'entre eux s'étaient imaginé un jour visiter un vignoble chez eux, en Suède. Je pensais qu'on pouvait en faire, mais dans des serres, pas à l'extérieur. Mais ce qui intéresse le petit groupe, c'est surtout d'aller tester ce breuvage inattendu. La visite se poursuit donc à l'intérieur, autour d'une dégustation. C'est plutôt âpre, assez fruité. Faut que je regoute. Un goût typiquement suédois. C'est assez tannique. Ça irait bien avec une viande grillée, une viande assez forte. Très bon. Derrière le comptoir, Ingrid s'en donne à cœur joie. C'est elle qui a planté le vignoble en 2003, lorsque la Suède a autorisé la commercialisation du vin. En 10 ans, elle a rarement vu autant de monde. D'habitude, les gens disent non, c'est pas possible de faire du vin ici. Et si tu veux leur faire goûter, ils te disent ça sera pas bon. Là, les gens sont venus sans préjugés. Et regardez, ils ont tout bu. S'ils finissent leur verre, ça prouve qu'ils aiment bien ça. Faire du vin dans le Grand Nord relève malgré tout de l'exploit. Le lendemain, nous retournons dans les vignes avec Ingrid et Daniel. La pression monte, car il s'agit de déterminer une date pour vendanger. Alors, nos deux compères ont apporté ces étranges instruments, non pas pour y lire l'avenir, mais pour mesurer le taux de sucre. Là, c'est 90 sur l'échelle d'Oxley. Il faut que le niveau soit au-dessus de 70 pour faire quelque chose qui ressemble à du vin. Là, à 90, on devrait arriver au-dessus de 12 degrés. L'autre chose qu'on fait, c'est goûter le raisin. Là, c'est bien, les pépins sont marrons. Ils ne sont plus verts. On va pouvoir songer à récolter, je dirais, dans 5 jours. Et contrairement aux idées reçues, la difficulté ici, ce n'est pas l'hiver. C'est bon, mais il n'y avait pas de pépins. Quand il fait moins 25 sur le continent, ici sur l'île, ça ne descend pas en dessous de moins 16, moins 18. Et les plantes peuvent survivre à ces températures. Notre problème, c'est surtout qu'il fait trop froid en été, qu'il fait trop froid au printemps. Et du coup, le raisin met beaucoup de temps à mûrir. L'examen se poursuit en laboratoire. Daniel analyse le jus du raisin. Et les résultats ne sont pas bons. 2,85 de pH, c'est encore trop acide. Il faudra finalement attendre 10 jours pour vendanger, et l'hiver approche. On essaie d'attendre le plus longtemps possible. Mais parfois ça gèle. Les plantes perdent leurs feuilles. Dans ce cas, on ne se pose pas de questions. Il faut récolter. À force d'expérimentation et de patience,
Le domaine Van Borga produit chaque année 3000 bouteilles. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de les vendre au domaine. Car en Suède, c'est l'État qui détient le monopole de la vente d'alcool. Pour acheter du vin, il faut donc se rendre dans ces supermarchés. Et le vin suédois semble noyé parmi les bouteilles du monde entier. Le vin suédois attire surtout les touristes. Ce sont des gens qui n'habitent pas à Öland et qui viennent ici par curiosité. Ils veulent juste acheter une bouteille pour voir si la Suède est réellement capable de faire du vin. Mais peu importe. Ingrid et Daniel poursuivent leurs expérimentations. Ça sent fort. Comme dans un vieux château anglais. Pour produire en masse, il faudrait plus de soleil. Et le malheur des uns pourrait bien faire le bonheur des autres. C'est triste à dire, mais oui, un peu de réchauffement climatique, ça ne serait pas si mal. Ça pourrait même être une bonne chose. Pour l'instant, le réchauffement ne s'est pas vraiment fait sentir. La Suède n'est pas encore un grand pays de vin, mais qui sait, cela pourrait bien arriver plus vite que prévu. Bien évidemment, tout cela est à consommer avec modération. On se quitte et on se retrouve sur le site de l'émission. Tapez juste Avenue de l'Europe sur Internet. Hey do!